Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez avant de plonger dans cette histoire inoubliable de rencontres inattendues et de nouveaux départs. Elle vous émouvra plus profondément que vous ne l'auriez jamais imaginé. Le vent de novembre frappait le centre-ville de Chicago comme un rasoir, mais Nathan Parker en ressentait à peine le froid. À 38 ans, il se tenait avec la précision mesurée de quelqu'un qui maîtrise l'art de l'ambition sans pitié. Son manteau de laine anthracite, taillé au millimètre près, s'évasait derrière lui tandis qu'il se dirigeait vers le vieil entrepôt de textile qu'il venait d'acquérir. Pour lui, c'était plus que de la brique et du mortier, c'était une mine d'or endormie, attendant d'être ressuscitée. Encore un fantôme que je vais transformer en profit, murmura-t-il en passant son pouce sur son téléphone pour confirmer les derniers détails de la vente. Le bâtiment était resté vide pendant 5 ans, vestige d'une industrie en déclin. Pourtant, là où d'autres ne voyaient que de la négligence, Nathan voyait du potentiel, chaque fenêtre fissurée, chaque chambranle de porte qui s'écaillait était une opportunité. Les clés en fer froid semblaient une promesse lorsqu'elles tournèrent dans la serrure. À l'intérieur, un voile de poussière scintillait dans la lumière de fin d'après-midi, dansant à travers les vitres crasseuses. Il arpenta l'immense caverne, mesurant mentalement la surface louable, projetant les coûts de rénovation, calculant le bilan qui allait bientôt gonfler de revenus. Puis, faible et rythmé, un nouveau son parvint à ses oreilles au doux, insistant, presque musical. Il fronça les sourcils, attribuant le bruit à une porte étroite adossée au mur du fond. Sa peinture était écaillée, ses gonds rouillés, comme si elle attendait qu'il la découvre. L'escalier du sous-sol gémissait sous lui tandis qu'il descendait dans l'ombre. Arrivé en bas, le spectacle le figea. 2 jeunes filles étaient assises devant des machines à coudre anciennes, leurs petits doigts s'activant avec une habileté experte sur des mètres de tissu. L'aînée, peut-être 9 ans, les cheveux noirs attachés en une queue de cheval sans chichi, travaillait, les yeux gris orage fixés sur sa tâche. À côté d'elle, une enfant de 6 ans fredonnait une douce mélodie, chaque point étant précis. « Que fais-tu ici » La voix de Nathan résonna dans le silence comme un coup de tonnerre. Aucune des 2 filles ne broncha. Lily, l'aînée, leva les yeux, son défi aussi ferme que sa couture. « On travaille » répondit-elle d'un ton neutre. « On arrive par l'arrière depuis des mois. » Des mois. L'esprit de Nathan tourbillonnait de risques de responsabilité, de cauchemars d'assurance, de failles de sécurité. « Où sont tes parents » Lily se redressa, le menton haut. « Notre mère est malade. Je m'appelle Lily, et voici ma sœur Sophia. Nous avons un contrat, 20 uniformes scolaires à rendre vendredi. Pas de travail, pas de salaire. » Son regard se posa sur une pile d'uniformes impeccables, chaque couture et chaque boutonnière exécutée avec l'habileté d'une couturière chevronnée. 300 $ pour 20 uniformes, murmura-t-il. Le hochement de tête anxieux de Sophia confirma la somme. À cet instant, un souvenir lui revint, une voix de femme, la sensation d'un fil entre de jeunes doigts. Les mots suivants de Lily le glacèrent. C'est maman qui m'a appris. Elle travaillait ici avant la fermeture. Ses yeux teintés d'orage reflétaient les siens des yeux qu'il avait cachés derrière des masques de conseil d'administration pendant des décennies. Le sentiment était un luxe qu'il avait depuis longtemps abandonné, et pourtant il sortit 2 billets de 50 $ tout neufs de son portefeuille. « Prends ça et tiens-toi à l'écart, dit-il d'un ton sec. Lily regarda l'argent, mais ne le prit pas. « Nous avons un contrat, monsieur, insista-t-elle. Si nous ne le terminons pas, le programme d'hiver de l'école élémentaire Lincoln sera annulé. » Sa résolution silencieuse le frappa plus fort que n'importe quel argument. Il détourna le regard. « Ce n'est pas sûr, admit-il enfin. Tu ne devrais pas être ici. » 3 jours plus tard, le téléphone de Nathan vibra au beau milieu d'une réunion fastidieuse du conseil d'administration. La voix de son chef de la sécurité retentit. « Monsieur, les filles sont de retour. Elles sont de nouveau au sous-sol. » La fureur monta dans la poitrine de Nathan. 20 minutes plus tard, il descendit en trombe pour les affronter, prêt à appeler la police. Mais il s'arrêta sur le seuil, l'espace de travail était transformé. Tissus et outils disposés avec une précision militaire, une autre pile d'uniformes impeccables attendait patiemment. Lily parla sans s'arrêter. « Tu as scellé la porte. On a utilisé la fenêtre du quai de chargement. » Sophia ajouta doucement, « Tu ne peux pas nous empêcher d'entrer. » Il se détourna, la voix glaciale. « Regarde-moi. » L'aîné se leva, rayonnant d'une volonté inébranlable. « Ma mère a besoin d'un vrai remède, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion, non de peur. « Si on ne finit pas,
elle ne survivra pas. Nathan ressentit un pincement de culpabilité plus intense que n'importe quelle perte commerciale. Il partit sans un mot, mais son appel résonna dans son esprit. Jeudi après-midi, la curiosité l'envahit. Il suivit les filles à travers les rues oubliées des quartiers populaires, jusqu'à ce qu'elles se glissent dans une modeste maison jaune pâle aux volets usés par le temps. De l'autre côté de la rue, il vit Lily réapparaître, portant des provisions pour sa mère malade. Son cœur se serra à cette vue. Une voisine âgée, Martha Wilson, s'approcha de sa voiture. Ses cheveux argentés et son jardin immaculé trahissaient un instinct endurci. Elle confirma ses soupçons, Hélène Foster, la mère des filles, était accablée par le chagrin et la maladie depuis la mort de son mari. Martha fit allusion aux services sociaux pour qu'ils retirent les enfants de cette maison. Mais lorsque Lily referma la porte derrière elle, leurs yeux gris orages croisèrent à nouveau ceux de Nathan. À cet instant, il vit sa propre enfance solitaire se refléter dans sa posture déterminée. Elle était restée au chaud malgré les épreuves, là où il avait construit des murs pour se protéger. Quelque chose en lui se brisa. Dans la lumière déclinante, il comprit que cet entrepôt et ses deux sœurs courageuses allaient changer sa vie à jamais. Cette nuit-là, Nathan s'attarda dans son appartement immaculé, la ville de Chicago s'étendant devant lui telle une mer immense et indifférente. Les yeux gris et résolus de Lily résonnèrent dans son esprit, des yeux qui avaient ouvert une chambre de son cœur qu'il avait depuis longtemps enfermée. Près de 30 ans plus tôt, Nathan, 8 ans, vacillait sur une caisse de lait cabossée près de la cuisinière, remuant une casserole de macaronis instantanés. Sa mère, Diana, ne rentrait de son deuxième travail que bien après minuit, et il voulait que tout soit impeccable au devoir terminé, vaisselle lavée avant qu'elle ne franchisse la porte. « Tu es un si bon garçon », murmurait-elle en écartant une mèche de cheveux de son front tandis qu'il s'endormait à la table de la cuisine. « Mon petit bonhomme. » Il se versa 3 doigts de scotch, mais la brûlure dans sa gorge ne fit rien pour apaiser le flot de souvenirs. Diana Parker avait été radieuse autrefois, son rire était comme un soleil printanier avant que des années d'épuisement ne creusent des cernes sous ses yeux et ne la courbent sous des fardeaux inexprimés. Secrétaire chez Henderson Textile, elle faisait toutes les heures supplémentaires possibles, ses doigts dansant sur les dossiers et les machines à écrire bien après que les autres soient partis pour la soirée. Le week-end, elle emmenait parfois Nathan avec elle. Il restait assis tranquillement dans la salle de repos, écoutant le bourdonnement rythmé des machines à coudre industrielles et respirant l'odeur mêlée de coton frais et d'huile de machine. Il se souvenait d'une jeune couturière à la voix douce et patiente qui lui avait appris comment un simple fil pouvait se transformer en un col impeccable de chemise. S'appelait-elle Hélène? Ellie? Hélène? Le détail persistait dans sa mémoire, aussi fragile que la soie d'une araignée. Puis vint cet après-midi étouffant de juillet, Diana s'effondra dans la salle de couture, son corps s'abandonnant à la fatigue et à la fièvre. L'hôpital sentait l'antiseptique et l'inquiétude, et une assistante sociale épuisée informa Nathan que, jusqu'à la guérison de sa mère, il devrait rester en famille d'accueil. 2 semaines difficiles au foyer Hartwell aux dortoirs exigus, inconnus insensibles, horaires rigides lui apprirent que la dépendance était synonyme de vulnérabilité. Il se jura, même alors, de ne plus jamais abandonner le contrôle. Les années passèrent, et Nathan tint sa promesse. Il accumula les succès aux bourses, diplômes, conseils d'administration, érigeant des murs d'ambition si impénétrables que même le chagrin ne pouvait l'atteindre. Cette forteresse s'effondra cependant le jour où sa mère mourut d'une crise cardiaque pendant sa 2e année à Northwestern. Elle avait accepté un 3e emploi pour financer ses études et, lors de son dernier appel, lui avait parlé d'une vie qu'elle espérait lui épargner. « Je fais ça pour toi, mon chou », avait-elle dit. L'ironie était cruelle, il était devenu le genre d'homme qui aurait racheté son ancienne usine, l'aurait réaménagée au coûte que coûte pour se remplir les poches. Un bourdonnement sur son téléphone le ramena au présent. Le laboratoire d'analyse ADN requiert une autorisation pour un traitement accéléré. Confirmé? Son pouce planait. Il avait prélevé un échantillon de cheveux de Lily, un acte qu'il tentait de rationaliser par une simple vérification, mais ses mains tremblaient lorsqu'il tapa le mot « confirmé ». Dehors, la ville sommeillait, trempée par la pluie. Mais Nathan restait éveillé, la conscience le rongeant, le garçon qui avait juré de ne jamais oublier ses origines avait trahi cette promesse depuis longtemps. Il n'était peut-être pas trop tard pour se souvenir. Pendant 3 semaines consécutives, il invoqua des excuses, études de marché, évaluation du quartier, en passant devant la maison couleur moutarde de Sycamore Street. Son regard se posait toujours sur la petite silhouette de Lily, penchée sur ses livres d'école, rentrant précipitamment chez elle, Sophia sur ses talons, jonglant avec les courses et les responsabilités qu'aucun enfant ne devrait assumer.
Martha Wilson, la voisine apparemment bienveillante, les observait aussi. Il la remarqua derrière des rideaux de dentelle, les lèvres pincées dans une expression perpétuelle d'inquiétude. Mais par ce mardi pluvieux, sa veillée bienveillante révélait un objectif plus sombre. À 2 pâtés de maison de là, il vit Martha entrer à grands pas dans le département des services à l'enfance et à la famille, un dossier en papier craft à la main, d'un pas décidé. Cet après-midi-là, le dispositif de surveillance de Nathan capta le ton mielleux de Martha, « Je comprends les complications au 247 rue Sycamore. Si la situation changeait, je serais ravi de faire une offre. » Son sang se glaça. Martha n'était pas une gardienne bienveillante, c'était une prédatrice qui encerclait les filles vulnérables. Le lendemain matin, il la trouva agenouillée parmi ses rosiers, un sécateur à la main. « C'est une belle journée pour faire des visites », entonna-t-il d'une voix calme mais ferme. Elle se figea, puis reprit sa tâche avec un sourire expert. « Je m'inquiète pour ces pauvres enfants, dit-elle. Leur foyer s'effondre, et un programme d'accueil structuré pourrait leur être plus utile. » Intervention, répéta-t-il en s'approchant jusqu'à ce qu'elle lève les yeux, surprise par l'ampleur de son ombre. « Tu veux dire prendre leur maison, leur famille ?» Son visage s'effaça. « Cette propriété est de premier ordre. Je pourrais transformer le quartier, apporter de la valeur à la communauté. » Ses yeux brillaient d'avarice. Un silence dangereux s'installa entre eux avant qu'ils ne prennent la parole, « Pas sous ma surveillance. » Son rire était cassant. « Et qui êtes-vous, à rôder jour après jour ?» Elle jeta un coup d'œil vers sa voiture. « Je devrais peut-être alerter les services sociaux de votre intérêt. » La menace persistait, mais Nathan se détourna, la résolution se renforçant. À l'aube 5h30, il se posta de l'autre côté de la rue, enveloppé dans la pénombre, obligé d'assister au rituel matinal de Lily. Par la fenêtre de la cuisine, il la regardait bouger avec un calme déterminé, des flocons d'avoine dosés avec soin, du sucre roux déposé à la cuillère sur des tranches de banane pour le bien de Sophia. 2 sacs repas soigneusement emballés, un pour chaque sœur, furent vérifiés et revérifiés avant qu'elle ne monte l'étroit escalier pour réveiller sa petite sœur. D'une voix douce, elle amena Sophia à se faire des couettes, lui rappelant gentiment, « Si quelqu'un te demande où est maman, dis qu'elle se repose. » La vérité protectrice dans sa voix brisa le cœur de Nathan. À cette heure précise, ils sortirent. Lily verrouilla la porte d'entrée avec une clé accrochée à une chaîne autour de son cou, puis conduisit Sophia à l'école primaire Riverside. Nathan le suivait à distance respectueuse. Il regardait Lily s'arrêter à chaque trottoir, se faufiler entre sa sœur et la circulation venant en sens inverse, puis courir jusqu'à son école. À midi, elle réapparut à l'école élémentaire Lincoln où une sortie anticipée organisée grâce à la compréhension discrète du directeur Rix. Les après-midi n'étaient pas moins disciplinés. Lily récupérait Sophia, s'arrêtait au marché du coin où elle comptait 3 fois ses pièces avant d'acheter du pain et du lait, puis rentrait chez elle pour voir comment allait leur mère. Hélène Foster sortait rarement de sa chambre sombre, fragile comme un papillon de nuit dans la lumière déclinante. À 2 heures, les 2 filles étaient dans l'arrière-boutique de Five Ale Uniform, leurs petites mains guidées adroitement aiguilles et ciseaux. L'habileté de Lily trahissait son âge, ses doigts réalisaient les points avec la précision d'une artisane chevronnée, tandis que Sophia accomplissait des tâches plus simples, guidée par la patiente tutelle de sa sœur. Cousez 2 fois, vérifiez 1 fois, lui rappela Lily, reprenant les leçons que sa mère lui avait autrefois enseignées. Plus tard, ils livrèrent des vêtements finis à travers la ville. Lily portait un carnet usé rempli d'adresses et de notes de paiement. Il la regarda accepter l'argent liquide, compter la monnaie, enregistrer chaque transaction avec un soin méticuleux telle une directrice d'école primaire travaillant bien après l'heure du coucher. Le soir tomba autour de la maison jaune. Par la fenêtre, Nathan vit Lily porter un plateau de dîner à l'étage, s'attardant avec sa mère dans une conversation feutrée avant de retourner faire la vaisselle. À 8 heures, elle borda Sophia, puis s'assit sous une lampe pour s'attaquer à ses devoirs, les sourcils froncés par la douce lumière de la lampe. Il resta dans sa voiture jusqu'à ce que la lumière de sa chambre s'éteigne à 21h30. Ce dont il avait été témoin n'était pas l'enfance, c'était la survie enveloppée de responsabilités, et Lily en portait le poids toute seule. Lorsque l'orage éclata cette nuit-là, ce fut comme si le ciel lui-même avait déchaîné sa fureur. Des éclairs fendirent le ciel tandis que Nathan examinait ses prévisions trimestrielles dans son appartement terrasse, mais il ne pensait qu'à la maison moutarde de Sycamore. Son téléphone vibra à 21h47, Davis, le garde qu'il avait engagé, annonça qu'Hélène Foster avait été évacuée en ambulance, laissant les filles seules à la maison. Nathan était dans sa voiture avant que Davis ait fini de parler.
Le trajet à travers les branches déracinées et la pluie battante était périlleux, mais il naviguait avec une détermination sans faille. À son arrivée, les lumières de secours clignotaient dans l'obscurité, et la maison était silencieuse, ses fenêtres noires comme des portails contre la tempête. Nathan s'engagea dans ce chaos, déterminé à ce que Lily et Sophia ne soient plus jamais seules face aux dangers ni aux prédateurs de Martha Wilson. Nathan arriva et trouva la porte d'entrée entr'ouverte, premier avertissement du chaos intérieur. Dès qu'il entra, le rugissement de la tempête, accompagné du ruissellement régulier de l'eau, l'accueillit tel un cauchemar éveillé. Les dalles du plafond avaient cédé sous le déluge, chaque brèche déversant des ruisseaux glacés qui s'accumulaient sur le parquet luisant. Il sentait l'humidité dans l'air avant même de les voir. Dans le salon, Lily était agenouillée sur un tapis usé, les bras autour des petites épaules de Sophia. Les joues de la cadette étaient d'un rouge vif, des larmes coulaient de ses yeux gonflés tandis qu'elle frissonnait dans son pyjama trempé. Ses vêtements collaient à sa silhouette frêle, et ses cheveux blonds pendaient en mèches molles, noircis par la pluie, autour de son visage baigné de larmes. « Nathan » murmura Lily lorsqu'il l'appela en relevant la tête. Sa voix n'était plus qu'un murmure, rauque d'épuisement. Dans cet instant de violence, le protecteur féroce qu'il avait toujours connu disparut, révélant une fillette de 9 ans effrayée, serrant sa sœur dans ses bras, dans un monde qui avait mal tourné. « Ils ont emmené maman à l'hôpital, » dit Lily, les mots s'échappant. « Je ne sais pas lequel. Sophia est sur le toit, elle est montée pour réparer les fuites, mais maintenant elle est trop malade pour redescendre. Il y a de l'eau partout, et c'est trop. » Nathan s'agenouilla près d'eux, sa veste de tailleur s'assombrissant instantanément tandis que l'eau s'infiltrait à travers le plancher. Il posa une main apaisante sur le front de Sophia, percevant la fièvre qui la rongeait. Sa peau était comme de la porcelaine chaude sous sa paume. « Nous devons l'emmener chez un médecin immédiatement, » dit-il d'une voix basse mais ferme. Lily secoua la tête et serra Sophia plus fort dans ses bras. « Je n'ai pas de carte d'assurance maladie et je ne peux pas sortir de chez moi. Si j'ouvre la porte, tout s'envolera, les papiers de maman, nos vêtements, tout. » Il se tourna pour croiser le regard de Lily. Ses yeux, du même gris orage que le ciel derrière les vitres brisées, la maintenaient immobile. « Écoute-moi, dit-il doucement. Je vais tout gérer, les factures d'hôpital de ta mère, cette maison, les soins de Sophia. Tu n'as pas à porter ça toute seule. Me fais-tu confiance ?» Les grands yeux de Lily clignèrent d'un air incertain, la seule réponse flottant entre eux dans le rugissement du vent et le ruissellement de la pluie. Finalement, elle hocha légèrement la tête. Soulagement et détermination l'envahirent. Doucement, il prit Sophia dans ses bras, émerveillé par sa légèreté et sa fragilité. « Rassemble quelques affaires dont tu auras besoin pour les prochains jours, » dit-il à Lily. « Des vêtements chauds, un pyjama, tout ce qui compte pour toi. On part maintenant. » Aux urgences, le monde a basculé. La carte d'identité professionnelle et les informations d'assurance de Nathan ont ouvert les portes, ont conduit Sophia dans les salles de soins et ont dégagé un chemin à travers l'agitation frénétique des infirmières et des médecins. Pendant qu'un pédiatre apaisait les pleurs de Sophia et lui administrait des liquides et des antibiotiques pour son angine streptococcique, Nathan arpentait le couloir, téléphone collé à l'oreille. Il s'est coordonné avec un avocat pour démêler les formulaires d'assurance, a appelé des entrepreneurs pour évaluer et réparer la toiture, et a même organisé une équipe de nettoyage pour arriver à la maison d'accueil dès que les orages se seraient calmés. Dans la salle d'attente aseptisée, la détermination de Lily s'effondra enfin. Elle s'effondra contre Nathan, ses petites épaules tremblantes tandis qu'elle enfouissait son visage dans sa chemise blanche impeccable. Ses petits poings le serraient, comme s'il était le seul point d'ancrage restant dans son monde en ruine. « J'ai fait de mon mieux », sanglota-t-elle dans le tissu. « J'ai essayé de nous protéger, mais je ne suis pas assez grande. Je ne suis pas assez forte. » Les défenses de Nathan s'effondrèrent à cet instant. Il la prit dans ses bras, sentant les larmes lui brouiller la vue. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, » murmura-t-il avec force. « Mais tu ne devrais pas avoir à être forte à chaque instant. » Une assistante sociale arriva, Rebecca Harris, l'air doux mais professionnel. Elle demanda à Lily ce qui s'était passé, où se trouvait leur mère et quel était le lien entre Nathan et eux. Nathan répondit sans hésiter, pleinement conscient que cela allait tout changer. À l'aube, Sophia était stable, sous sédatif et sombrait dans le sommeil. Nathan Parker, autrefois distant et invulnérable, se retrouva tuteur désigné de 2 petites filles qui avaient besoin de lui plus que n'importe quelle affaire. De retour à son appartement terrasse, il contempla son domaine étincelant et minimaliste d'un regard neuf. Le marbre poli,
les meubles aux angles vifs et les immenses fenêtres donnant sur la ville lui semblaient froids. Cette élégance stérile, qui avait autrefois marqué ses triomphes, faisait désormais écho à un vide qu'il avait longtemps nié. « Où dors-nous » La petite voix de Sophia tremblait dans le salon caverneux. Nathan se figea. Il n'avait jamais pensé aux besoins de confort d'un enfant, seulement à l'aspect pratique et à l'efficacité. « On va trouver une solution, dit-il, puis il appela son assistante. En quelques heures, une chambre d'amis fut transformée. Des lits jumeaux avec des couettes douillettes, des piles de jeux de société, des paniers de peluches et des livres d'images arrivèrent dans des sacs fourre-tout design. Pourtant, même en prenant du recul pour admirer la scène, il réalisa qu'aucune peluche ne pourrait apaiser le cœur de Lily. Plus tard, son assistante lui a rapporté un rapport surprenant. Madame Patterson, la nounou professionnelle que vous avez engagée, a démissionné au bout de 3 jours. Elle dit que Lily ne la laisse pas l'aider, elle insiste pour cuisiner, faire le ménage, surveiller le traitement de Sophia. Elle a qualifié cela de très irrégulier. Pour Madame Patterson, ce comportement était déconcertant. Mais pour Lily Foster, contrôler était synonyme de survie. Pendant 4 ans, elle avait été l'adulte de son foyer. Renoncer ne serait-ce qu'à une fraction de cette responsabilité équivalait à renoncer à la sécurité elle-même. Le 4e matin, Nathan fut réveillé par le bruit des casseroles qui claquaient. Il suivit le bruit jusqu'à la cuisine, où Lily, debout sur une chaise, faisait soigneusement brouiller des œufs sur la cuisinière professionnelle. Sa petite silhouette semblait étrangement déplacée au milieu de l'acier inoxydable étincelant. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-il à voix basse. Elle ne leva pas les yeux. « Si, c'est vrai, répondit-elle d'un ton neutre. Sophia a besoin de routine. Elle a besoin de savoir que quelqu'un s'occupe de tout. Je peux m'en occuper. » Nathan la regarda travailler la précision avec laquelle elle cassait chaque œuf, la douceur avec laquelle elle remuait. Finalement, elle se retourna, le visage grave malgré ses 9 ans. « Et toi, tu peux » demanda-t-elle. « Parce que les gens disent ça tout le temps, mais après, ils sont occupés, ou ils tombent malades, ou ils... » Sa voix se brisa. Il meurt. Il comprenait. C'était plus que de l'entêtement, c'était de l'instinct de survie. La peur de l'abandon était plus profonde que n'importe quelle tempête. Cet après-midi-là, Nathan fit un choix qui le surprit lui-même. Il rangea son bureau à domicile emportant son bureau, ses dossiers et sa mallette au siège social et installa 2 postes de couture, une machine de taille standard pour Lily et un modèle plus petit pour Sophia. Il vit la surprise de Lily se transformer en espoir. « Tu ne peux pas arrêter de travailler comme ça » protesta-t-elle, les bras croisés. « C'est qui je suis, a-t-il convenu, mais peut-être que votre atelier appartient ici, où vous êtes tous les deux en sécurité. » Un sourire sincère éclaira le visage de Lily le premier depuis des jours. La semaine suivante, le bureau, autrefois stérile, resplendit de vie. Rouleaux de tissu, bobines de fil et projets à moitié terminés jonchaient chaque surface. Les dessins au crayon de Sophia Hoffler, papillons et soleil souriant ornaient les murs. Le bourdonnement des machines à coudre et le doux bavardage des sœurs apprenant ensemble emplissaient l'appartement d'une chaleur chaleureuse. Un soir, Nathan s'arrêta sur le seuil tandis que Lily guidait les petites mains de Sophia sur le tissu. « Sens le fil » murmura-t-elle, reprenant les paroles des anciens cours de couture de sa mère. « Laisse-le te dire où aller. » Il le ressentit alors, la puissance tranquille de la création et la façon dont l'amour se transmettait, point après point, d'une génération à l'autre. Dans les instructions patientes de Lily, il vit non seulement les compétences de survie qu'elle avait perfectionnées, mais aussi la beauté qu'elle avait cultivée malgré toutes les épreuves. Quelques jours plus tard, par un lundi matin gris, Rebecca Harris revint, mallette à la main, l'air professionnel. « L'enquête officielle a commencé » annonça-t-elle en admirant l'atelier lumineux. « Ça change un peu de Sycamore Street. »« Comment s'adapte-t-il » demanda-t-elle doucement. Nathan la guida à travers la pièce où Lily, assise, enseignait à Sophia un point de broderie simple. La scène était sereine, mais il sentait la tension de Lily se tendre sous son calme. « Ils trouvent leur place » a-t-il déclaré. Rebecca a passé des heures à interroger les voisins et à examiner leurs déclarations. Le détective privé de Nathan l'avait mis en garde contre les allégations de Martha Wilson, présentées comme une négligence d'Hélène et comme un étranger opportuniste. Madame Wilson semble très inquiète, a noté Rebecca en privé. Elle est minutieuse, répondit Nathan d'une voix posée. Mais je sais pourquoi. Martha Wilson veut cette maison, et elle utilise ses filles comme levier pour mener à bien son plan.
Alors que le ciel s'éclaircissait, Nathan réalisa que la tempête était passée à plus d'un titre. Même si l'enquête se poursuivait, lui et les filles avaient déjà traversé la plus féroce des tempêtes, celle née de la peur, de la perte et des dures leçons d'une trop grande responsabilité trop tôt. Et maintenant, enfin, ils commençaient à trouver un foyer ensemble l'un dans l'autre. La main de Rebecca s'immobilisa au-dessus de son bloc-notes, la pointe de son stylo tremblant légèrement. « C'est une accusation grave, Monsieur Parker, dit-elle d'une voix mesurée, mais teintée d'inquiétude. Avez-vous vraiment des preuves? Nathan fit glisser un lourd dossier sur la table, dont le contenu bruissait comme des secrets prêts à s'échapper, des relevés téléphoniques détaillés retraçant les appels nocturnes de Martha, des estimations immobilières révélant une valeur exorbitante du foyer d'accueil, et des déclarations sous serment de voisins qui avaient vu la curiosité de Martha pour le lieu se transformer en quelque chose de plus sinistre. Elle complote ça depuis des mois, expliqua-t-il, le regard rivé sur celui de Rebecca. Et la situation des filles en famille d'accueil est exactement le prétexte dont elle avait besoin. Pourtant, l'enquête minutieuse de Nathan avait révélé une vérité qu'il redoutait et désirait à la fois. Un lot d'archives de dossiers d'emploi de Henderson Textile, son premier vrai emploi où le plaçait, lui et Helen Foster, sur le même salaire une douzaine d'années auparavant. Arrivée jeune designer, elle avait disparu 3 mois plus tard, presque au moment de sa promotion et de son transfert au siège social du centre-ville. Les photos étaient irréfutables, le gala de Noël 2012 de l'entreprise, où Nathan, élégant dans son costume sur mesure, empreint d'une ambition juvénile, se tenait aux côtés d'une femme lumineuse dont les cheveux noirs et le regard chaleureux laissaient entrevoir des possibilités inexprimées. Sur chaque cliché, le regard d'Hélène s'attardait sur lui, comme si elle voyait non seulement le cadre prometteur, mais l'homme sous sa veste impeccable et ses chaussures cirées. Nathan se souvenait à peine d'elle à l'époque. Elle avait été un visage amical au milieu de l'agitation de sa carrière, quelqu'un dont il ne parvenait jamais à se rappeler exactement le nom. Mais elle, se souvenait de lui. 9 mois plus tard, une petite fille prénommée Lily venait au monde. Les résultats ADN arrivèrent un vendredi après-midi, livrés dans une épaisse enveloppe scellée qui semblait contenir tout son passé. Il déplia le papier, les mains tremblantes, et lut le verdict clinique, 99,7% de probabilité de paternité. La vérité qu'il redoutait était celle que son cœur désirait secrètement, Lily Foster était sa fille. Ce soir-là, les filles étaient assises côte à côte à la vieille table en chêne, absorbées par leur projet de couture. Le bourdonnement de la machine était devenu leur rituel du soir. Soudain, Lily leva les yeux, ses yeux gris verts d'une perspicacité déconcertante pour une enfant de 8 ans. « Tu as été différente cette semaine, observa-t-elle. Tu nous observais, comme si tu attendais quelque chose. » Nathan referma doucement son ordinateur portable, la poitrine serrée. Le moment tant redouté était arrivé, et il savait qu'il ne pouvait plus attendre la vérité. « Lily, commença-t-il d'une voix basse et posée, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de ta mère et de moi. » Sophia leva les yeux de ses chutes de tissu, sentant la lourdeur de sa voix. Les petites mains de Lily restèrent immobiles sur la machine à coudre, ce même regard perçant fixé sur leur père avec un sérieux qui lui faisait mal. « Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps, poursuivit-il, choisissant chaque mot avec soin. Il y a 12 ans, quand ta mère travaillait dans l'entreprise textile où je débutais. Je ne m'en souvenais plus au début, mais maintenant, oui. » La réponse de Lily était un murmure, mais elle portait toute la certitude d'une déclaration, « Je sais. » Un silence s'abattit sur la pièce, chargé de questions non formulées. Finalement, Sophia prit la parole de sa voix douce, « Cela veut-il dire que tu prendras soin de nous pour toujours ?» Nathan les regarda tous les deux, Lily, dont il venait à peine de confirmer l'existence, et Sophia, l'enfant qui emplissait déjà son cœur d'amour. Il offrit la seule réponse qui lui semblait juste. « Oui, dit-il d'une voix ferme. Pour toujours. » Mardi matin, le détective privé arriva avec un épais dossier dans 3 enveloppes en papier craft. Nathan les disposa sur sa table à manger comme les pièces éparses d'un puzzle qu'il avait autrefois refusé de résoudre. Les relevés d'emploi détaillés révélèrent qu'Hélène alors Martinez avait en réalité passé 8 mois au service design, son talent et son humour discret lui ayant valu des amitiés parmi le personnel. Nathan était si concentré sur les tableurs et l'ascension sociale qu'il avait manqué la façon dont elle s'illuminait autour de lui. Les photos racontaient l'histoire dans son intégralité, un pique-nique ensoleillé en juillet 2012, où il riait d'un crampon de volley-ball maladroit, la fête de décembre où son bras reposait confortablement autour de sa taille, son visage rayonnant d'une joie sincère. Sur chaque photo, le regard d'Hélène en disait long,
tandis que l'expression de Nathan trahissait une indifférence à la profondeur de ses sentiments. Une dernière image le figea, ils quittaient ensemble la fête de Noël, les mains jointes, la tête penchée, débordant d'espoir juvénile. 3 semaines plus tard, Hélène démissionna sans tambour ni trompette, invoquant des raisons personnelles, et disparut de sa vie aussi vite qu'elle était apparue. Il avait essayé de la retrouver, appelé l'entreprise, s'était rendu dans son ancien immeuble, mais son ascension fulgurante dans le monde des affaires l'avait entraîné vers des horizons plus nouveaux et plus prestigieux. Lorsqu'il s'était rendu compte qu'elle avait disparu, sa piste s'était effacée. L'argent et l'influence avaient forcé les portes de l'hôpital, ce que l'empathie ne pouvait faire. Il la trouva dans une chambre de soins intensifs, des tubes et des moniteurs sonores enregistrant chaque respiration. 12 années de maladie avaient terni son esprit autrefois vibrant, mais dans ses yeux, ces mêmes yeux gris orage, il reconnut la femme avec qui il avait autrefois partagé des rires. « Nathan » murmura-t-elle, d'une voix fragile mais inébranlable. « Je suis là » dit-il en tirant une chaise près d'elle. « Hélène, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais su pour Lily. Je ne savais même pas que tu étais là. » Les larmes d'Hélène coulèrent doucement. « J'ai essayé de te joindre. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai appelé ton bureau. Ils n'ont pas voulu me donner ton numéro. Je suis même venu à ton immeuble, mais tu avais déjà déménagé. » Nathan ferma les yeux au souvenir, la promotion, le transfert, le luxueux gratte-ciel qui devint sa nouvelle adresse, tous les signes d'une vie qu'il avait poursuivie si implacablement qu'il n'avait jamais regardé en arrière. « J'ai rencontré James 6 mois plus tard, » poursuivit Hélène, le souffle court. « Il était tout ce dont j'avais besoin, gentil, patient, présent. Il m'a dit qu'il élèverait notre enfant comme le sien, et il l'a fait. » Sa voix tremblait de fierté et de tristesse. « Pourquoi n'as-tu pas essayé de me retrouver ? » « Parce que je courais après les titres et les primes, » admit-il, honteux. « Mais toi, James, il était là pour chaque biberon de minuit, chaque éraflure au genou, chaque histoire du soir. La biologie ne fait pas tout. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. « Je méritais de savoir, » dit Hélène doucement. « L'aurais-tu voulu à l'époque ? Avec ta carrière qui décollait ? Aurais-tu été prêt à avoir une fille avec une femme que tu connaissais à peine ? » Il ouvrit la bouche pour répondre, mais ne trouva que le silence. La vérité était trop crue, 12 ans plus tôt, il aurait considéré Lily comme un fardeau, une chose à gérer, et non comme une vie à chérir. Les mots suivants d'Hélène furent une confession discrète, « James est mort quand Sophia avait 1 an d'une crise cardiaque sur un chantier. Après ça, nous étions toutes les 3 contre le monde, jusqu'à ce que je tombe malade. Sophia pense que James était mon père par le sang. Lily connaît la vérité. Elle l'a toujours su. » Nathan sentit une profonde compréhension l'envahir. La méfiance de Lily, son instinct de protéger le souvenir de James que Sophia avait gardé, prenait soudain tout leur sens. Il déglutit difficilement et finit par demander « Que veux-tu que je fasse ?» La main frêle d'Hélène serra la sienne avec une force surprenante. « Prends soin d'elle d'eux, » implora-t-elle. « Préserve-les. Lily n'est pas seulement la sœur de Sophia, elle a été sa mère et sa protectrice. Je te le promets, » dit-il, les yeux brûlants de conviction. Puis, comme si le poids d'un vœu ne suffisait pas, Hélène lui donna un autre ordre, « N'essaie pas de remplacer James. Agrandis leur famille, ne la réécris pas. » Lorsqu'il revint à la maison jaune de Sycamore Street cet après-midi-là, les paroles d'Hélène résonnèrent dans son esprit. Il retrouva les filles dans l'espace de travail qu'elles avaient aménagé, l'air chargé d'un chagrin inexprimé. Lily, figée devant sa machine, et Sophia serrait un livre de comptes dans ses bras comme s'il pouvait contenir les réponses. « Nous devons parler, » dit Nathan en s'installant dans la chaise qu'il avait positionnée pour des moments comme celui-ci. Les yeux gris orage de Lily s'éclaircirent. « Tu es allé à l'hôpital, n'est-ce pas ? Ils ont appelé pour mon assurance. » Il hocha la tête. « C'est vrai. » Sa voix tremblait à la question suivante, « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Nathan prit une grande inspiration. « Elle m'a parlé de James, combien il vous aimait tous les deux, combien il était votre véritable père dans tous les domaines importants. » Sophia leva les yeux, perplexe. « James était mon papa, et maintenant il est au paradis. »« C'est tout à fait ça, » dit Nathan doucement. « Et ça ne changera jamais. » Lily se détendit légèrement, mais la tension dans ses épaules demeurait. « Alors pourquoi es-tu là ? Pourquoi t'en soucies-tu » Il croisa son regard, cherchant des mots assez précis pour un enfant de 9 ans. « Parce que ta mère me l'a demandé. Et parce que je tiens à toi,
profondément. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir d'être là, maintenant. Avant que Lily puisse répondre, son téléphone sonna. L'hôpital, dit-il d'une voix tendue. Au bout de quelques instants, il se leva. On devrait y aller. Le trajet se déroula dans le silence, à l'exception des reniflements discrets de Sophia. Il expliqua gentiment qu'Hélène lui souhaitait un dernier adieu. Les mains de Lily étaient si serrées qu'il craignait qu'elle ne se blesse. Dans la salle de soins intensifs, la respiration d'Hélène était superficielle mais régulière. Lorsqu'elle aperçut ses filles, une lueur vive traversa son regard. « Mes belles filles » murmura-t-elle en tendant la main. Sophia rampa sur le lit, enfouissant son visage dans l'épaule de sa mère. Lily resta debout, figée par le chagrin. « J'ai besoin que vous soyez courageux » leur dit Hélène. « Vous vivrez avec Nathan désormais. Prenez soin l'un de l'autre, comme vous l'avez toujours fait. » Sophia sanglota, « Je ne veux pas que tu partes. Je serai toujours avec toi, promit Hélène. Chaque point que tu couds, chaque geste de gentillesse que tu me montres, je serai là. » Elle jeta un coup d'œil à Nathan. Avec ce qui lui restait de force, elle murmura la dernière requête, « Promets-le-moi encore. » Je te le promets, dit-il d'une voix étranglée. Alors que l'aube peignait le ciel de Chicago d'un 12 or, Hélène Foster s'est évanouie, la main dans celle de Nathan, son héritage en sécurité dans le cœur de 3 personnes qu'il aimait. À cet instant, Nathan a compris que la paternité n'était pas une question d'ADN, mais de dévouement et de promesse. Le lendemain matin, il pénétra de nouveau dans la maison jaune. Les réparations étaient impeccables, le toit réparé, les sols brillants, les murs fraîchement peints mais sans la chaleur apaisante d'Hélène, les pièces semblaient caverneuses. Les filles se déplaçaient telles des ombres parmi leurs vieux jouets et leurs tissus épars, honorant chaque souvenir de leur touche respectueuse. Et Nathan se tenait sur le seuil, prêt enfin à combler l'espace entre elles de sa présence assurée.